Le cri déchira l'air salin de la terrasse comme un coup de poignard dans la chair tendre d'un fruit mûr. Tu me dégoûtes? Elisa. Comment as-tu pu me toucher comme ça? Les mots d'Oriane, hurlés avec une fureur qui masquait à peine sa terreur, résonnèrent contre les murs ocres de la vieille maison catalane perchée sur les falaises de Sitges. Elisa, figée, sentit son cœur se contracter comme une éponge sous le sel de la mer voisine. Dans sa main, le verre de sangria tremblait, éclaboussant le sol de taches rougeoyantes qui évoquaient des larmes de vin. Autour d'elle, la famille s'était pétrifiée. La mère d'Oriane, tante de Elisa, plaqua une main sur sa bouche, les yeux écarquillés sous ses lunettes de soleil perchées sur le front. Les cousins, attablés pour ce dîner d'été censé célébrer des retrouvailles, se levèrent dans un chaos de chaises raclant le carrelage. Mais Elisa n'entendait que le battement sourd de son propre sang, ce rythme qui l'avait trahi depuis des années, depuis ce premier regard volé sur Oriane lors d'un Noël pluvieux à Paris. Oriane, sa cousine au second degré, venue de France pour un mois de vacances en Espagne, ignorait tout ou feignait de l'ignorer. Jusqu'à ce soir, où un geste innocent, une caresse fugitive sur l'épaule pour essuyer une mèche de cheveux, avait allumé la mèche d'une accusation explosive. Oriane, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Balbutia Elisa, sa voix se brisant comme une vague sur les rochers en contrebas. Mais Oriane, les joues en feu, recula, trébuchant contre la balustrade. La mer, en bas, grondait son approbation sauvage, indifférente aux drames humains qui se nouaient au-dessus d'elle. La police fut appelée dans la foulée. Un oncle paniqué composa le numéro d'urgence, murmurant des mots comme « harcèlement » et « abus ». Elisa, menottée plus tard dans le commissariat au néon blafard de Sitges, se rappela les vers de Verlaine « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ». Mais ici, sous le ciel étoilé de Catalogne, c'était une tempête intérieure qui la submergeait. Elisa avait fui Paris à 20 ans. Après une adolescence étouffée par les non-dits d'une famille bourgeoise où l'amour se mesurait en convenance et en alliance. Barcelona l'avait accueillie comme une amante généreuse, ses rues labyrinthiques de la Rambla. Ses nuits fiévreuses dans les bars de l'Exemple où les identités se fondaient dans la sueur et la musique flamenco. Elle avait ouvert une petite librairie d'occasion. Les pages oubliées. Nichée dans un quartier bohème près de la Sagrada Familia, où les touristes flânaient sans soupçonner les tourments des âmes locales. Là, entre les reliures craquelées de Proust et les éditions jaunies de Colette, Elisa avait appris à apprivoiser son désir se feulant pour les femmes. Ce regard qui s'attardait un peu trop sur les courbes d'une nuque, sur le sourire d'une inconnue commandant un café au lait. Oriane, elle, était l'enfant chéri de la branche lyonnaise de la famille. Une étudiante en arts plastiques de 22 ans, aux boucles blondes rebelles et aux yeux bleus qui pétillaient comme la Saône sous le soleil d'été. Fille unique, elle avait grandi dans l'ombre protectrice de parents artistes, absorbés par leurs expositions et leurs vernissages. Elisa l'avait toujours vue comme une muse lointaine, lors des réunions familiales. Oriane dessinait dans un coin, ses crayons traçant des lignes fluides qui semblaient capturer l'essence des choses invisibles. À 16 ans, Elisa avait surpris Oriane en train de lire Le deuxième sexe de Beauvoir, caché sous une couverture lors d'un réveillon. Ce souvenir, banal en apparence, avait planté la graine d'un amour impossible. Un de ceux que les romanciers français aiment tant disséquer subtil. Destructeur. Inévitable. L'été 2025 s'annonçait comme un mirage. Oriane, en pause entre 2 semestres, avait accepté l'invitation d'Elisa pour séjourner à Sitges,
Cette perle catalane où la mer embrassait les collines dans une étreinte païenne. Viens. Ma petite cousine. Lui avait écrit Elisa dans un message teinté d'une nonchalance feinte. L'Espagne te révélera des couleurs que Lyon ne connaît pas. Oriane avait ri au téléphone. Sa voix légère comme une brise de Mistral, promets-moi des nuits folles et des paellas qui font danser. Elle s'était retrouvée à l'aéroport d'El Prat. Elisa serrant Oriane dans ses bras un peu trop fort. Inhalant l'odeur de jasmin de ses cheveux. Les premières semaines furent un enchantement discret, balade le long de la promenade maritime. Où les vagues chuchotaient des secrets aux coquillages, dîners improvisés dans des bodgas enfumés. Où le vino tinto déliait les langues sur des rêves d'avenir. Oriane parlait de ses toiles inachevées. De son désir de peindre la lumière de la Méditerranée, Elisa. De ses livres préférés. Citant Baudelaire pour décrire la mélancolie douce de l'exil. Mais sous cette surface lisse, des courants contraires bouillonnaient. Elisa surprit des regards d'Oriane qui s'attardaient sur les danseuses de flamenco lors d'un spectacle au Palo de la Musica. Des silences lourds quand elle passait devant des couples de femmes main dans la main sur les ramblas. Une nuit. Après une bouteille de cava partagée sur la plage déserte de Platja de la Bovina. Oriane confia, tu sais. Elisa. J'ai toujours eu peur de ce que je ressens vraiment. Les garçons de l'université. Ils me semblent si fades. Comme des esquisses ratées. Elisa. Le cœur cognant. Posa une main sur son genou. Un geste fraternel en surface. Mais chargé d'électricité. Le temps révèle tout. Ma chérie. Comme dans les romans de Marguerite Duras, l'amour arrive. Imprévu. Et il te consume. Ce fut ce soir-là que la caméra entra en scène. Elisa. Prévoyante face au cambriolage fréquent dans le quartier, avait installé une petite caméra de surveillance sur la terrasse de la maison louée, un œil discret. Pointé vers la porte d'entrée. Mais capturant aussi les recoins du balcon. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle deviendrait le témoin muet d'un drame intime. Les jours suivants. La tension monta, Oriane, troublée par ses propres sentiments, commença à s'éloigner, à répondre par monosyllabes aux invitations d'Elisa. Lors d'une excursion à Montserrat, au milieu des pins odorants et des rochers mystiques, Oriane murmura, « Et si on était plus que des cousines ?» Elisa ? Et si ? Mais elle se tut, rougissante. Et Elisa, terrifiée par l'abîme qui s'ouvrait, changea de sujet. Le dîner familial, organisé par la tante pour sceller ses vacances, fut le point de rupture. La famille au complet, oncle, tante, cousin descendaient de Catalogne pour une soirée sous les étoiles. Les rires fusaient. Les assiettes de gambas à l'ail circulaient. Quand Oriane, ivre de confusion et de vin, explosa. L'accusation fusa, harcèlement. Avances indésirables. Elisa, abasourdie, vit le monde basculer. Au commissariat, interrogée sous les lumières crues, elle murmura, « C'est de l'amour ? Pas du harcèlement. » Mais comment le prouver ? L'inspecteur, un homme au regard fatigué par des années de drame touristique, haussa les épaules, « Montrez-nous les preuves. » Mademoiselle. Où c'est votre parole contre la sienne ? Ce fut alors que l'idée germa, la caméra. Elisa, autorisée à consulter son téléphone, demanda l'accès aux enregistrements cloud. Les images, granuleuses mais claires, révélèrent non pas un assaut, mais une danse hésitante de désirs réciproques, des regards volés, des rires complices, une étreinte fugace où Oriane, loin de se dérober,
S'était blotti contre Elisa avant de s'écarter. Paniqué par sa propre audace. La vérité. Nue et vulnérable. Jaillit comme un soleil levant sur la Costa Brava. Les jours suivants s'étirèrent comme une toile de soie déchirée. Imprégnée de sel et de regrets. Elisa. Libérée sous caution mais confinée à sa librairie par les autorités. Errait entre les rayonnages comme un fantôme dans les brumes de la Garonne. Les clients. Sentant son tourment. Posaient des questions polies qu'elle esquivait d'un sourire las. Citant Camus, dans l'immensité de ce ciel-là. Mon âme se noyait en quelque sorte. Oriane. De son côté. S'était retranchée dans la maison familiale. Bombardée de messages par sa mère. Comment as-tu pu inventer une chose pareille? Ton cousinage n'excuse rien. Mais Oriane, lovée dans son lit au drap froissé, revivait en boucle les enregistrements que l'avocat d'Elisa avait partagés, ces pixels impitoyables qui montraient non une victime, mais une complice effrayée par son propre cœur. Sitch, avec ses villas blanchies à la chaux et ses allées bordées de bougainvilliers en fleurs, semblait conspirer pour amplifier leur solitude. Elisa marchait chaque matin jusqu'à la plage de San Sébastien, où les vagues léchaient les pieds nus des amoureux du petit matin. Elle s'asseyait sur le sable tiède, un carnet à la main, griffonnant des fragments de poèmes inspirés de Lorca, ce poète andalou dont les vers saignaient d'amours interdits. Oriane, ma lumière catalane, pourquoi as-tu fui le feu que nous portions? Les mots s'effaçaient sous les larmes. Et Elisa se rappelait leur première nuit partagée. Non charnellement, mais dans une intimité plus profonde, assises sur cette même plage. Elles avaient confessé leur peur. Oriane. Voix tremblante, j'ai embrassé une fille à une fête. Elisa. Juste une fois. Mais ça m'a terrifiée. Et si j'étais comme toi? Elisa avait ri doucement, masquant son émoi, comme moi? Une âme errante dans un monde qui préfère les ombres aux éclats. La famille. Ce nœud gordien de tradition française transplanté en sol espagnol bouillonnait de rumeurs. La tante. Une femme aux cheveux poivre et sel et au port altier hérité des salons parisiens, convoqua une réunion d'urgence dans le salon lambrissé de la maison. C'est un scandale, tonna l'oncle. Un viticulteur lyonnais aux mains calleuses. Elisa a toujours été excentrique. Mais harceler sa propre cousine? Oriane, présente mais muette, serrait ses poings sous la table, ses ongles s'enfonçant dans sa paume comme des épines de rosier. Elle voulait hurler la vérité, ce n'était pas du harcèlement, mais un amour naissant, fragile comme une aquarelle sous la pluie. Pourtant, la peur la paralysait, peur du rejet familial, peur de son propre désir, ce monstre aux yeux d'azur qu'elle avait nié si longtemps. Le conflit s'envenima quand un cousin, jaloux des liens privilégiés entre les deux femmes, fouilla le téléphone d'Oriane et découvrit des messages effacés. Elisa, tes yeux me hantent comme un rêve basque. Viens ce soir? Sur la terrasse. Il les diffusa dans le groupe familial WhatsApp, provoquant un ouragan de jugement. Trahison, siffla la mère d'Oriane au téléphone. Tu protèges une déviance. Oriane, brisée, s'enfuit dans les ruelles tortueuses de Sitges, aboutissant à la librairie d'Elisa. La porte tinta comme un glas. Et Elisa leva les yeux de son Proust, le visage pâle sous la lumière tamisée des lampes anciennes. Oriane, murmura-t-elle, se levant d'un bond. Mais Oriane, les yeux rougis, brandit son téléphone, ils savent tout. À cause de moi. Je t'ai trahi. Elisa. J'ai nié. J'ai accusé.
Parce que j'avais peur. Peur de ce que nous sommes. Élisa s'approcha. Hésitante. Et prit ses mains froides dans les siennes. La librairie. Avec ses odeurs de papier ancien et d'encre séchée, devint un sanctuaire. Nous sommes des cousines? Oui. Mais avant tout des âmes? Oriane. Et les âmes ne connaissent pas les chaînes du sang. Elles s'assirent par terre, adossées à une étagère de romans lesbiens Carole de Highsmith. La vie de Marianne revisitée et Oriane pleura, libérant le torrent qu'elle retenait depuis des mois. Cette nuit-là, pour la première fois, leurs lèvres se frôlèrent un baiser timide, salé de larmes, sous le regard bienveillant des livres. Élisa sentit le monde s'ouvrir comme une huître sous la lame. Oriane, avec sa douceur de pétales de magnolia, répondait avec une ferveur qui balayait les doutes. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, tissant des promesses fragiles, quitter Sitges pour un voyage en Andalousie. Loin des yeux familiaux, explorer cet amour comme un tableau de Picasso. Cubiste et passionné. Mais le répit fut bref. Le lendemain, la tante débarqua à la librairie, escortée de l'oncle et d'un prêtre local, un vestige des vieilles coutumes catalanes matinées de catholicisme français. « Séparez-vous, ordonna-t-elle. La voix chevrotante. « C'est une abomination. Un péché contre le sang. » Oriane, pâle comme un spectre, se dressa. « Non. Maman. C'est de l'amour. Le vrai. Celui qui guérit les blessures. » La confrontation tourna au drame, cris, pleurs. Un vase brisé symbolisant les illusions perdues. Élisa, protégeant Oriane de son corps, sentit la trahison pointer non pas d'Oriane, mais de la famille, ce cocon devenu cage. Elles fuirent ensemble vers la gare. Sac à dos hâtivement bouclé. Direction Grenade, où les jardins de l'Alhambra promettaient un refuge poétique. Dans le train brinque-ballant, Oriane posa sa tête sur l'épaule d'Élisa. Et si on recommençait? Loin de tout? Comme dans l'amant de Duras, deux femmes contre le monde. Pourtant, les ombres les poursuivaient. À Grenade, dans une posada nichée sous les remparts morts, elles découvrirent que le cousin avait alerté la presse locale. Un article dans Elle titrait « Scandale familial, amour interdit entre cousines à Sitges ». Les photos volées Oriane et Élisa main dans la main sur la plage enflammaient les réseaux sociaux. La réaction fut un raz-de-marée, soutien de la communauté LGBTQ+ barcelonaise. Mais aussi une horde de trolls catholiques clamant la damnation. Oriane, submergée, douta à nouveau, et si je te détruis? Élisa? Ma faiblesse. Ma lâcheté. Élisa, avec la résilience d'une olive catalane tordue par les vents, la serra contre elle. L'amour n'est pas destruction. Mamie. C'est renaissance. Elles passèrent des nuits à explorer Grenade, la Alhambra au clair de lune, où les fontaines murmuraient des sérénades arabes, les tapas partagés dans les caves gitanes, où le flamenco pleurait leur peine. Leur intimité s'épanouit, caresses tendres sous les draps de lin, rires étouffés face aux étoiles. Mais le conflit couvait, un appel d'Oriane à sa mère, suppliant le pardon, fut intercepté par Élisa, qui y vit une trahison naissante. « Tu doutes encore » lança-t-elle. Blessée. Oriane, en larmes, pas de nous, mais d'eux. Ils sont ma chair. Élisa. Le haut de la vague approchait, porté par les vents siroccaux. Grenade, avec ses ruelles étroites comme des veines d'un corps ancien, devint le creuset de leur passion, un lieu où l'amour, tel un alchimiste mort,
transmutait la douleur en or pur. Elisa et Oriane s'immergèrent dans la ville comme dans un bain de lumière, visite au Généralif, où les cyprès centenaires veillaient sur des bassins miroitants, soirée au Sacromonte, bercés par les guitares gitanes qui arrachaient des cris du cœur. Leur amour physique s'éveilla pleinement lors d'une nuit d'orage, quand la pluie martela les tuiles de la posada, isolant leur chambre du monde. Oriane, nue sous les éclairs, explora Elisa avec une curiosité avide, ses doigts traçant des cartes sur sa peau comme sur une toile vierge. « Tu es mon chef-d'œuvre » murmura-t-elle. Et Elisa, arquée de plaisir, répondit par un baiser qui scellait leur pacte, plus de doute, plus de fuite. Mais le monde extérieur, ce Léviathan impitoyable, ne tolère pas les idylles isolées. Le scandale de Sitges avait gonflé comme une vague atlantique, des associations féministes de Madrid organisèrent des manifestations de soutien, brandissant des pancartes « Amour s'enchaîne », tandis que des groupes conservateurs, influencés par l'Église, pétitionnaient pour une enquête sur « la décadence morale en Catalogne ». La famille, divisée, se déchira, l'oncle coupa les ponts, invoquant l'honneur, la tante, rongée par le remords, envoya une lettre larmoyante à Oriane. « Ma fille, reviens. Nous oublierons. Elisa n'est pas pour toi, elle est une ombre. » Oriane, lisant ces lignes lors d'un petit déjeuner sous les orangers de El Albessin, sentit la trahison la frapper comme un coup de couteau non pas d'Elisa, mais de sa propre mère, qui préférait le silence à l'acceptation. Le climax survint lors d'une fête gitane au Sacromonte, où les cavernes taillées dans la colline pulsaient au rythme des palmas et des voix rauques. Elisa et Oriane, vêtues de robes fluides aux couleurs de la terre ocre, dansèrent au milieu de la foule, leur corps se mouvant en une harmonie instinctive. Mais au cœur de la nuit, un visage familier émergea des ombres, le cousin, envoyé par la famille pour ramener Oriane à la raison. Ivre de rage et de liqueur d'anis, il les accula contre un mur de pierre, crachant « Tu salis notre sang. Oriane. Et toi, Elisa, tu es une perverse qui corrompt les innocentes. » La bagarre éclata pas de sang, mais des pushs violents, des cris qui attirèrent les danseurs. Oriane, protégeant Elisa, hurla « C'est toi le monstre. Pas elle. Laisse-nous aimer. » La police locale intervint, dispersant la foule, et le cousin fut emmené pour ivresse aggravée. Mais le mal était fait. Oriane, ébranlée, confia à Elisa dans l'intimité de leur chambre, il a raison sur un point. Notre amour effraie parce qu'il défie tout. Et si je te trahissais pour les apaiser? Elisa, le cœur serré, revit les enregistrements de Sitges, cette caméra qui avait sauvé leur honneur, mais révélait aussi leur vulnérabilité. La trahison n'est pas dans l'acte, ma love, mais dans le silence. Choisis-moi. Ou perds-nous. Les jours suivants furent un tourbillon émotionnel. Oriane, tiraillée, contacta secrètement sa mère, proposant un compromis, un retour à Lyon, une thérapie pour guérir son orientation. Elisa l'apprit par accident, en consultant le cloud de la caméra qu'elle avait installée à la posada par paranoïa. Les images montraient Oriane au téléphone. Voix brisée, « Maman. Je t'aime. Mais Elisa. Elle est ma vérité. Pourtant, j'ai peur de vous perdre tous. » Cette découverte fut la seconde trahison, plus lancinante que la première. Elisa, feignant l'ignorance, organisa une excursion à l'Alhambra pour un dernier sursis. Sous les arches ciselées,
Entourée de myrtes en fleurs, elle confronta Oriane, j'ai vu la vidéo. Tu me vends pour un pardon familial? Oriane s'effondra en sanglots. Agenouillée sur les mosaïques, non. C'était un moment de faiblesse. Elisa. Comme à Sitges. Je t'aime d'un amour qui me terrifie parce qu'il est total. Elles s'étreignirent au milieu des touristes indifférents, leurs larmes se mêlant comme les eaux du Darro et du Genil. Ce fut là, dans ce palais de rêves brisés, que leur lien se forgea dans le feu, promesse renouvelée. Corps unis dans une alcôve secrète, où l'écho des amours passait celle de Boabdil. Dernier roi mort semblait les bénir. Pourtant, le retour à Sitges s'annonçait comme un typhon. L'attente, repentante, invita à une réconciliation familiale sur la terrasse fatidique. Elisa hésita. Mais Oriane insista, affrontons-les ensemble. Montrons que l'amour triomphe des mensonges. Le dîner fut tendu, plat catalan servi dans un silence pesant. La mer en fond sonore comme un chœur grec. La tante parla la première. Voix chevrotante, j'ai péché par ignorance. Pardonnez-moi. Mes filles. Mais l'oncle. Buté. Lança, et le scandale? Les voisins jasent. C'est alors qu'Oriane, se levant, activa son téléphone, l'enregistrement de leur conversation à Grenade, où elle choisissait Elisa publiquement. Voici la vérité, déclara-t-elle. Pas de harcèlement, mais un amour pur, comme ceux que nos ancêtres français chantaient en secret. Le choc figea l'assemblée. Elisa, émue, prit la main d'Oriane, nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes humaines faillibles. Passionnées. Des larmes coulèrent. Des excuses murmurées, l'oncle, vaincu, quitta la table en marmonnant. La nuit se closit sur une trêve fragile, mais réelle. L'aube se leva sur Sitges comme une promesse tenue, un soleil timide perçant les voiles de brume marine, caressant la terrasse où tout avait commencé. Elisa et Oriane, enlacées sur un banc de pierre, regardaient la mer s'étirer vers l'horizon, indifférentes aux tempêtes humaines. La réconciliation familiale, quoique bancale, avait ouvert une brèche, la tante, visitant la librairie avec un bouquet de mimosas, murmura à Elisa, aime-la bien, ma nièce. L'amour, en Espagne comme en France, est un vin rare à savourer avec modération, mais sans regret. L'oncle, plus lent à plier, envoya un texto laconique, prenez soin l'une de l'autre. Le sang est épais, mais le cœur l'est plus. Pourtant, la route vers la paix fut pavée de cailloux. Les médias, attirés par le drame, campèrent devant la maison, micro tendu. Questions insidieuses sur l'inceste lesbien. Oriane, forte désormais, accorda une interview à une radio barcelonaise. Sa voix claire comme un ruisseau pyrénéen, ce n'était pas du harcèlement, mais une révélation. Elisa m'a appris à aimer sans peur et oui. Je suis lesbienne, fière et entière. Les soutiens affluèrent, lettres de lectrices émues. Invitation à des festivals LGBTQ+ à Madrid. Elisa, dans sa librairie, organisa une lecture publique de textes queer français Colette, Yourcenar où Oriane lut des extraits de son journal intime, transformés en prose poétique. Leur amour s'approfondit dans cette lumière crue, voyage en train vers Valence, où les orangers en fleurs exhalaient un parfum de renaissance, nuit à peindre ensemble. Oriane capturant le profil d'Elisa sous un olivier séculaire. Elisa écrivant des nouvelles inspirées de leurs étreintes.
Mais des ombres persistaient, Oriane, hantée par sa trahison initiale, confessait lors d'une promenade sur la plage, j'ai failli te perdre par lâcheté. Comment me pardonner? Elisa. Effleurant sa joue, le pardon est un acte quotidien. Comme respirer la mer. Nous avons tous nos tempêtes intérieures. Le vrai test vint avec le retour à Lyon pour Oriane, ses parents, adoucis par des mois de réflexion, les accueillirent dans leur appartement haussmannien surplombant la Saône. Un dîner tendu, arrosé de Côtes-du-Rhône, où la mère embrassa Elisa pour la première fois, bienvenue dans la famille. Vraiment. Le père, un sculpteur bourru, offrit à Oriane un médaillon gravé, pour les amours qui durent. Elisa, émue, sentit les chaînes du passé se dissoudre non pas effacées, mais transmutées en force. De retour en Espagne, elles décidèrent de s'installer ensemble à Barcelona. Elisa étendit sa librairie avec un coin café. Oriane y exposa ses toiles des portraits de femmes enlacées, baignées de lumière méditerranéenne. Leur quotidien devint une symphonie douce, matin paresseux avec croissants et café, après-midi à flâner dans le parc Güell, où les mosaïques de Gaudí miroitaient comme des rêves réalisés. L'amour physique, jadis timide, s'épanouit en une danse sensuelle, corps entrelacés sous les draps de coton, murmure en français mêlé d'espagnol, rire qui chassait les fantômes. Pourtant, la fin n'était pas exempte de mélancolie. Ce sel français qui parfume les plus belles histoires. Lors d'un Noël pluvieux à Paris, entourée de la famille élargie, Oriane surprit un regard fuyant de la tante, un résidu de jugement. Il nous accepte, mais pas tout à fait, confia-t-elle à Elisa dans un café du Marais. Elisa, sage désormais, répondit, c'est humain. Ma chérie. L'amour vrai n'exige pas la perfection, mais la croissance. Comme dans La peste de Camus, nous survivons ensemble. L'histoire se closit sur une note humaniste, Elisa et Oriane, main dans la main sur la terrasse de Sitges un an plus tard, regardaient le soleil se coucher. La caméra, désinstallée, reposait dans un tiroir, témoin superflu d'un amour assumé. Oriane, enceinte d'adoption en projet, murmura, notre enfant grandira libre. Elisa. Sans caméra. Sans accusation. Elisa. Les yeux brillants. L'embrassa, oui. Dans un monde où l'amour est un droit. Pas un crime. Et la mer, éternelle, applaudit de ses vagues rythmées, chantant l'hymne des âmes enfin libérées.